retrouver une fois encore pour notre rendez-vous habituel. Et oui, c'est le rendez-vous de midi, 52 minutes d'aventure, de divertissement et d'échange. Entre deux papotages, on vous parle du code QR, ce code barre à deux dimensions qui permet d'encoder des données. Je sais que ça paraît trop technique, mais rassurez-vous, Dame TIC se propose de nous dévoiler tout ce qui entoure ce carré que nous voyons souvent sans comprendre le fonctionnement. Et puis, nous vous ferons danser sur ce tube Jérusalem. Ce tube, déjà vu près de 150 millions de fois sur YouTube, est au cœur d'un challenge plus ou moins intéressant. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Raymond. Bonjour Mylène, bonjour Becca, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, vous le savez, c'est un plaisir de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Eman, bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir aussi de vous retrouver. Le week-end, la semaine plutôt, elle a bien démarré. Les 3 jours, vous l'avez bien passé? Oui, très bien, on rend grâce à Dieu en tout cas. De mon côté. Oui, ça se passe bien. Oui, ça va. On a la pleine forme depuis lundi, ça va, tout va bien, on dira ainsi. Alors, elle est chirurgienne de la peau chaque jour. Elle masse, travaille et adoucit et corrige toutes les imperfections de la couche épidermique. Et ça, elle a toujours voulu le faire comme un rêve de gosse qui se concrétise. Andrea Yovogan, esthéticienne accomplie, se raconte. Oui, je suis Andrea Ameyo Yovogan, esthéticienne de formation. À la base, il faut dire que c'est à voir ce qui se passait autour de moi. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de femmes qui aimaient faire le chichi, genre les ongles, la pédicure, le maquillage et tout. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Juste après les études, je me suis lancée dans la formation. Je fais presque tout. Je fais la pédicure, je fais les maquillages, je fais les perruques. Bon, je fais presque tout, mais je me suis spécialisée dans l'onglerie. Je fais plus les ongles. Ça me passionne beaucoup, les ongles. Je n'ai pas tout de suite ouvert parce que j'ai fait ma formation en 2011 et je suis venue au Bénin en 2012. J'ai travaillé en 2013 et à part ça, j'ai fait une pause. Et en 2017, j'ai décidé de créer mon activité. À la base, le métier de l'esthétique est un métier qui nécessite beaucoup de fonds. Avoir les machines, il y a beaucoup d'appareils à utiliser, donc ça fait beaucoup de fonds normalement. Mais moi, je n'ai pas attendu avoir un grand fonds. Quand tu n'as pas le soutien, il faut d'abord te faire toi-même et essayer de voir comment ça va évoluer. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Depuis 2017, j'ai commencé petitement de rien du tout. Vraiment rien du tout. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le niveau que je vise, mais bon. J'aime la route que ça a pris, j'aime la tournure que ça a pris et je rends vraiment grâce. Je ne vis que de ça en réalité. Je ne vis que de ça, c'est mon gagne-pain. J'arrive à subvenir aux petits besoins de ma famille, à mes propres besoins. Bon, il n'y a pas cette activité-là qui ne comporte aucune difficulté. Il y a beaucoup trop de difficultés, mais comme on le dit, tant que tu fais ce que tu aimes, on ne sent pas vraiment les difficultés
que ça comporte, qui l'entoure. Il y a de ces clientes qui sont un peu compliquées, d'autres qui vont t'aimer tout de suite, d'autres qui vont te complimenter, les encouragements et tout. Ça vient de part et d'autre et vraiment ça encourage et on ne voit pas forcément celles qui te disent « Ah, moi je le voulais tel, hein, à ton prix, ça ne me dit pas. » Bon, on essaie de gérer quand même. Sur la base de mes expériences, sincèrement, je trouve que pour entreprendre quelque chose, il ne faut pas forcément attendre les grands moyens. Il faut réfléchir. Il faut d'abord être intelligent, voilà. Savoir ce qu'on vise. Il ne faut pas attendre les grands moyens. Et quand tu fais ce que tu fais avec du cœur, tu le fais bien, je crois que ça va forcément payer. Parce que rien n'est facile dans la vie. Une esthéticienne accomplie, Herman Amenga. Oui, c'est ce qu'elle fait avec les maigres moyens qu'elle a, c'est intéressant. Vous dites que si elle a plus que ça, elle peut faire des merveilles quand vous vous rendez compte de la façon dont elle prend soin des ongles, de la façon dont voilà, elle arrive à agencer les choses pour que le client soit satisfait. Vous dites que waouh, avec son peu de moyens. Et justement, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est aussi ça le volet de l'entrepreneuriat qu'on ne dit pas toujours. Il ne faut pas forcément attendre des millions avant d'entreprendre. Lorsque vous avez un peu de revenus, lorsque vous avez le peu qui vous permet quand même de démarrer, faites-le, lancez-vous. Et voilà, la suite vous donnera raison. Parce que si vous remettez à demain, si vous dites, OK, avant d'entreprendre, il me faut au moins 1 million. Vous n'avez pas le million, vous avez peut-être 200 000. Vous vous dites, OK, dans 3 mois, j'aurai le million. 3 mois viennent, 3 mois passent. Vous n'avez toujours pas le million. Et les 200 000 que vous avez eu le temps de les dépenser. Oui, parce qu'il y a toujours des imprévus. Et comme on le dit, l'argent, il faut l'investir. Ou soit il faut le mettre dans un cycle. Lorsque ce n'est pas dans un cycle et que c'est avec vous, vous allez le dépenser, soit pour des futilités, soit pour des problèmes qui subviennent. Parce que c'est aussi ça la vie. Donc, quelque part, il faut vous lancer. Elle s'est lancée, madame ou mademoiselle Yovogan, c'est comme vous voulez. Elle s'est lancée. Aujourd'hui, elle est en train de réaliser des merveilles. Je suis sûr que si elle continue sur cette lancée, dans quelques mois, dans quelques années, elle va d'abord parfaire son œuvre, mais également agrandir son empire, si je peux me permettre de le dire. Rebecca, on sait que des esthéticiennes, on en a à foison, en quelque sorte. Mais dans ce domaine, il faut surtout avoir l'imagination poussée. Il faut surtout être créatif. Sinon, ça ne marche pas. Tout à fait. Dans le domaine de l'onglerie, on voit, avant, on n'avait pas trop de marge. En fait, cette dame-là ne nous laissait pas trop de marge quand tu allais pour faire la manucure. On te fait juste une pose avec des faux ongles. Aujourd'hui, vous avez la possibilité. Elles sont astucieuses, elles arrivent quand même à donner de l'innovation à tout ce qu'elles font. Et donc, du coup, une fois là-bas, vous avez vu tout à l'heure sur les images, c'était bien beau, c'était bien joli. Donc, on félicite, on encourage cette femme-là qui, à chaque fois, Mylène, on encourage cette femme-là qui, à chaque fois, quand même... donne le meilleur d'elle-même pour le faire, se spécialiser plus précisément dans l'onglerie. Moi, je dis toujours que je ne sais pas, j'arrive pas à le faire moi-même, donc prendre les doigts de quelqu'un d'autre et le faire. Ce serait difficile, même oui, si donc tu l'apprends, on l'encourage. On l'encourage qu'elle continue sur cette lancée. Oui, et surtout qu'elle continue à être créative, parce que, comme je le dis toujours, en entrepreneuriat, ce qui vous différencie des autres, c'est ce que vous apportez de nouveau. Si vous n'apportez rien de nouveau, personne ne va s'intéresser à votre produit. Et donc, certainement, qu'elle apporte quelque chose de nouveau, c'est passé peut-être inaperçu. Mais sur les images, vous avez dû remarquer qu'à la fin, elle a fait une photo de son œuvre qu'elle a balancée sur les réseaux sociaux. C'est déjà le volet communicationnel de
de son entreprise. Parce que si vous ne communiquez pas autour de ce que vous faites, si vous ne faites pas voir ce que vous faites, eh bien, vous avez beau avoir le plus beau talent du monde, vous avez beau développer dans votre atelier, voilà, toutes sortes de merveilles, vous n'aurez pas la clientèle que vous aurez dû avoir si vous mettez en place un véritable plan de communication. Donc, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, et je crois qu'elle a compris en faisant des photos, de très belles photos d'ailleurs. Elle s'est même dotée d'un appareil. Exactement. Donc, il faut un type d'accessoires pour pouvoir y arriver. Elle s'est dotée d'un appareil précis, des lumières, donc des lumières ou des projecteurs si vous voulez, qui permettent donc d'accentuer la clarté de la photo, qui permettent de donner un côté plus ou moins professionnel, donc à la photo, à ces images qu'elle prend pour pouvoir essayer de communiquer autour. Aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux constituent un véritable canal de communication, et donc voilà, si vous ne la connaissez pas et que vous tombez sur ces images, c'est que vous vous dites waouh, que c'est joli, et si entre-temps elle avait signé peut-être avec sa marque, avec son contact et tout le reste, vous pouvez la contacter. Donc c'est aussi ça, elle a compris, elle est déjà progressivement en train de développer le volet communication, et surtout ce qu'il va falloir aussi ne pas perdre de vue, c'est le volet imagination, le volet créatif, surtout qu'elle est dans un domaine qui est l'esthétique, où voilà, il faut chaque jour faire appel à l'imagination. Et quand il s'agit d'entretien des ongles, les dames sont toujours à la quête de nouveautés, et lorsque vous êtes tout le temps dans le classique, et surtout briser les codes, c'est aussi ça, briser les codes, parce que si vous restez, on va dire, dans le carcan des codes, à un moment donné, ça n'aura rien de créatif. Oui, mais avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de voir de nouvelles choses. On arrive à voir ce qui se passe ailleurs, ce qui est créé ailleurs. Moi, je dis... Il faut pouvoir mettre les moyens pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs ont compris quand même que les réseaux sociaux, désormais, sont inévitables pour pouvoir booster son entreprise, ses créations. Donc, je pense qu'elles le font. Moi, je suis beaucoup dans le e-commerce. Tout ce que j'achète, tout ce que je vends aussi, c'est à travers les réseaux sociaux. Et moi, c'est ce que je vois qui m'attire. Quand je suis en train de défiler le fil de l'actualité sur les réseaux sociaux et que je vois un truc, tiens, moi, j'enregistre en même temps, je capte le numéro, je me dis, j'irai voir plus tard. La plupart du temps, quand vous allez, c'est aussi joli que sur la photo. Mais il y a d'autres qui ne sont pas tout à fait honnêtes. C'est simplement la photo qui est bien jolie et qui a attiré. Mais le fond, il y a absolument il n'y a absolument rien. Donc, on les encourage. Je pense qu'ils sont en train de comprendre quand même. Ils sont en train de comprendre. Et elle y a mis les moyens qu'il faut pour pouvoir y arriver. Oui, elle essaie de se donner les moyens. C'est aussi ça, c'est la volonté manifestée donc, à travers un certain nombre d'actions qui sont perceptibles aujourd'hui, qui me permettent, moi, de dire qu'elle est en train de se donner les moyens de sa politique. C'est vrai, ce n'est pas encore une méga entreprise, ce n'est pas encore un palace où, voilà, lorsque vous y arrivez, vous êtes dans le confort absolu. Non, mais c'est quand même déjà un très bon début, parce que c'est ça, il faut y aller pas à pas. Ce n'est que, voilà, en posant les pas l'un après l'autre que vous avancez. Donc, l'essentiel, c'est d'y aller pas à pas et de se donner les moyens de sa politique. Aujourd'hui, elle n'en est pas encore à un méga projet, mais elle a quand même sa mini-entreprise qui lui marche bien et qui, sans nul doute, d'ici quelques mois, je l'ai dit, quelques années, si elle ne baisse pas les bras, si elle continue pas à être créative, si elle continue pas à communiquer autour donc, de son produit, je crois... Elle va exploser, comme je dis, les compteurs. Oui, Rebecca va certainement tomber dessus. Andrea Levogan, on lui dit bon courage et bonne suite à elle. Bon courage et bonne continuation. Herman, le code, tu le connais, le code cuillère. Oui. Le code cuillère. Tu en as déjà entendu parler au supermarché Oui, j'ai dit, surtout sur les réseaux sociaux, par moment, lorsque vous voulez connecter votre compte WhatsApp à l'ordinateur, lorsque c'est via WhatsApp web que vous voulez le faire, ça vous demande de scanner d'abord votre code QR. Donc ça vous envoie le code, vous prenez le téléphone avec la partie appareil photo, vous essayez de scanner. En fait, fondamentalement, je n'ai jamais compris comment ça fonctionne. Moi, je me contente juste de remplir cela comme une formalité, pourvu que, voilà, WhatsApp, j'ai accès à mon WhatsApp sur mon ordinateur et puis je passe à autre chose. C'est ce qu'on fait d'habitude, on ne comprend pas, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Tout ce qui tourne autour aujourd'hui, Rebecca Miss TIC, ce jeudi, se propose de nous expliquer dans Innovation. On
centrale du code. Oui, vous avez commencé par le dire avec Eman, on parle du code QR, mais oui, le code QR, c'est ce schéma-là, vous voyez, c'est ce schéma-là qu'on retrouve souvent quand on fouille nos téléphones portables, quand on va plus précisément dans WhatsApp, dans les paramètres de WhatsApp, vous allez retrouver ce code-là. Et on se demande, parce que juste en bas, il est écrit scanner, on se demande d'abord qu'est-ce que c'est que ce code QR et ensuite comment arriver à scanner ce code-là et avec quel type d'appareil. Aujourd'hui, on vous donne plus de précision avec ce code QR et ce serait avec un jeune homme, oui, un jeune homme. Il s'appelle Brad Poiron. Il est étudiant en 3e année à Epitech Bénin. Epitech, c'est une école en expertise informatique. On le suit. En vrai, le QR code, c'est un code barre. Un code barre, c'est quoi? Un exemple simple. Quand vous allez au supermarché, que vous achetez un produit et une fois à la caisse, en fait, il y a un lecteur de code barre qui permet au caissier d'avoir des informations en rapport au produit que vous avez acheté, c'est-à-dire le prix et le nom du produit. Donc, dans un code barre, nous avons de simples informations, pas beaucoup. Mais dans un QR code, on le reconnaît à sa forme carrée, une forme carrée dans laquelle il y a des nodules de couleur noire qui renseignent plusieurs informations. Et donc, on peut renseigner plus d'informations dans un QR code que dans un code barre. Dans un QR code, on peut renseigner plusieurs informations, notamment l'URL d'un site web, du test, un numéro, une localisation map, c'est-à-dire où est-ce que se situe tel ou tel endroit. Beaucoup d'informations. Pour être plus exact, je pense qu'on peut renseigner dans un QR code environ 7089 caractères numériques et 7009 caractères alphanumériques. Les circonstances dans lesquelles il faut utiliser un QR code, en fait, c'est pour faire transiter des informations qui sont assez lourdes. Comme je disais, le code barre, lui, permet juste de renseigner de petites informations. Dans le cas d'un produit, juste son prix et son nom. Mais dans un QR code, on peut aller à plusieurs informations, en fait. Un paragraphe, un test, un code, une information, le nom d'une personne, une description, une biographie, autant de choses qu'on peut renseigner dans un QR code. Et donc, voilà, Herman était tellement passionné par le sujet qu'il en parlait. Et donc, voilà, vous savez désormais ce que c'est qu'un code QR et surtout dans quelles circonstances l'utiliser. Et nous, il nous arrive aussi de voir, Herman en parlait tout à l'heure. Acheter dans des structures, dans des supermarchés qui disposent de paiement électronique parce que via les réseaux de téléphonie mobile, il y en a qui installent leur code QR et lorsque vous avez le dispositif derrière votre téléphone portable, vous scannez juste votre code QR et ça vous permet de faire un paiement électronique. Et je pense que c'est beaucoup plus un paiement sécurisé en fait. Il nous arrive aussi, vous étiez en train de parler en début, de voir certaines personnes connecter leur téléphone portable, c'est-à-dire leur WhatsApp mobile à leur portatif. Et donc du coup, ils arrivent tout simplement à écrire, à échanger à partir de leur ordinateur. Mais comment ça se fait? Comment on arrive à faire ce scannage-là? On vous permet de suivre à nouveau Brad. Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'utiliser WhatsApp Web sur nos ordinateurs. Ce que nous allons faire en fait, c'est que nous allons faire un test. Ici, avant de se connecter, WhatsApp Web nous demande de nous authentifier avec un code QR. Donc là, ce code QR en fait contient des informations en rapport avec mon compte WhatsApp. Donc ce que je vais faire, j'irai dans mon application WhatsApp. Ensuite, je clique sur le bouton WhatsApp Web et je scanne le code QR. Et donc là, l'authentification est en cours et quelques temps après, j'ai accès à mon compte WhatsApp sur mon ordinateur. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons générer un code QR pour que vous puissiez voir les différentes informations qu'on peut renseigner dans un code QR. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a différents types d'informations, notamment une carte de visite, un test, un numéro de téléphone, un mail, un SMS, une géolocalisation, un calendrier ou le code d'un Wi-Fi. Donc, ce que nous allons faire en premier, c'est que nous allons renseigner une URL que nous allons mettre dans le code QR et que nous allons scanner après. Donc, on ira sur le lien d'un site. Je pense ici. Donc, ça, en fait, c'est un site web typique comme tous les autres. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier l'URL de ce site-là. Nous irons sur le générateur gratuit de code QR. Nous allons renseigner le lien du site. Je valide. Et donc là, le code QR est en cours de réalisation. Une fois qu'il est terminé, nous avons la possibilité de le télécharger ou de le scanner pour voir les informations qui s'y trouvent. Donc sur mon smartphone, en fait, j'ai téléchargé des applications gratuites qui sont disponibles sur Apple Store ou Google Store. Elles permettent de scanner un QR code. Donc ce que nous allons faire, nous allons scanner ce QR code-là.
Donc, après avoir scanné le QR code, on me dit que ce lien la redirige vers The School Epitech Bénin. Donc, le lien que j'ai renseigné pour générer le QR code, c'est le lien de l'école Epitech Bénin. Et une fois que j'ai scanné le code, on me dit que ce lien la redirige vers The School Epitech Bénin. Je peux le copier et y aller directement sur mon téléphone. Plus intéressant, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message directement à un numéro de téléphone. Donc ici, je vais prédéfinir le numéro sur lequel je veux envoyer le message. Je vais mettre le mien. Et je mets un message aléatoire. Je suis d'accord. Donc ça, je vais générer cette information. Je vais générer un code QR qui va contenir cette information-là. Donc une fois que le code QR est généré, je vais scanner. Et top. Là, sur mon application, on me dit, sur le numéro de téléphone, plus 229, nanana, veuillez envoyer le message suivant. Contenu, je suis d'accord. Et j'ai la possibilité tout simplement d'envoyer le SMS au numéro directement en cliquant sur ce bouton. Donc, avec un code QR, nous avons la possibilité de renseigner plusieurs informations différentes, d'envoyer un numéro de téléphone tout simplement, etc. Donc, c'est une sorte de message crypté pour les personnes qui n'en savent rien. Donc, c'est tout aussi simple. Comment scanner un QR code? Ça se fait de la manière la plus simple possible. Téléchargez des applications gratuites sur Internet, scannez votre QR code ou générez-le et mettez les informations qui vous... Et voilà, tout est dit, ou pratiquement, si vous voulez. Le code QR est un type de code barre, mais en 2 dimensions. Il peut contenir des adresses web, du texte, des numéros de téléphone, des mots de passe, etc. C'est à vous de le personnaliser et de savoir comment et dans quelles circonstances l'utiliser. Je dis tout simplement merci à Brad. Merci aussi à Wanilo Medegan Fagla, qui est le président de Epitech et en même temps le directeur de ANSI. Merci à toutes ces personnes qui nous aident à quand même atteindre les objectifs de cette rubrique. Et merci aussi à toi, Rebecca, pour tout le plaisir. Tout ce qu'il y a eu comme information autour. Herman, il est ravi, il est content puisque il a appris de nouvelles choses. Il sait. Je dormirai moins bête, je dormirai moins temps. Voilà, dès que j'aurai à scanner donc prochainement le code barre, enfin le code QR, je sais fondamentalement plus ou moins de quoi cela retourne, parce que c'était plus, je le faisais plus de façon robotique ou de façon, on va dire quoi. On t'a dit de le faire. Oui, voilà, on m'a dit je le fais pour pouvoir travailler. C'est comme lorsque vous allez sur Google, à des moments donnés, Google vous demande de remplir des cases juste pour voir si vous n'êtes pas un robot. Voilà, donc vous êtes là, cliquez jusqu'à ce que cela vous donne la main. Donc bref, c'est aussi ça, c'est de cette façon que je fonctionnais. Je prenais mon téléphone, je scannais le code QR afin de passer à autre chose. Donc c'était plus une formalité. Après aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes sont comme moi, font pareil. Exactement. Voilà, font pareil. J'étais aussi Bruno, comme toi. c'est sûr aussi. Mais parce Bruno, que ce n'est pas son domaine. Non. Donc voilà, mais la question que je me pose aussi et à laquelle je n'ai pas forcément eu réponse, c'est est-ce que quand je scanne mon code QR, est-ce que cela ne laisse pas ailleurs des traces de mes données personnelles sur Internet? Forcément, tout ce que vous faites sur la Internet, toile laisse des forcément des traces. On n'y peut rien, c'est ici. Maintenant, il y a quand même des confidentialités au niveau de WhatsApp, au niveau de toutes ces plateformes-là qu'on utilise. On ne prend jamais le temps de lire. Exactement. Mais voilà, vous faites... Qui, forcément, vous défiez, vous défiez, acceptez, continuer. Ben, on n'y peut rien, on le fait tous. Ouais, donc, ce qu'on préconise désormais, c'est, voilà, mais vous prenez le temps de lire les clauses voilà, qu'on vous propose avant de finir par cliquer, j'accepte. Parce que c'est vraiment long. C'est long. En même temps, pourquoi on accepte toujours en fait. Même quand vous lisez, vous finissez par accepter. Ça, parce que ça, vous avez mais besoin de l'information. Mais peut-être que le jour où vous prenez vraiment le temps de lire, ça va vous donner certaines informations qui vont peut-être vous faire douter. Et vous mais dites, si ça vous fait douter, vous allez finir. Vous dites, j'accepte pas. Donc, tu sais pourquoi je dis que vous allez finir? Supposons, parfois, moi, il m'arrive, tu veux lire un article. Et la page s'affiche en te demandant de lire, accepter et tout. Tu as besoin de l'information. Quand tu dis non, on ne te laisse pas accéder à l'article. Et donc, du coup, on accepte. Mais en fait, je préfère, dans ces conditions, je préfère aller ouvrir ça sur un ordinateur public
que d'ouvrir ça sur soit mon ordinateur privé ou mon il a téléphone peur. portable. Non, parce que vous Le savez, risque zéro n'existe pas. le risque zéro n'existe pas, mais il faut toujours contrôler ce qui se passe Oui, il faut sur Internet, parce que Internet est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est Internet qui guide le monde. Quand on vous parle des affaires comme Wikileaks, vous savez, tout ce qui a entouré cette affaire de révélation d'informations confidentielles. C'est grâce à l'Internet. Julian Assange, tout ça. Donc vous voyez, donc c'est grâce à Internet, c'est dangereux. Hein. Donc il faut vraiment faire attention. Oui, il faut faire attention. À présent, les informations concoctées par Herman Amengan. La moisson est-elle abondante? Vous le découvrirez tout à l'heure. Tout de suite dans Pêle-mêle. Bruno Soali qui n'achète jamais rien en ligne. Bruno, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour à vous Mylène, bonjour à vous Herman. Je ne suis pas trop fan des achats en ligne parce que bon, je suis beaucoup plus de type conservateur. J'aime voir, toucher et acheter. Voilà. On en a besoin des conservateurs comme vous. En ligne, ça me paraît un peu trop parfois illusoire ou je sais pas. Je suis pas trop fan. Acheter un objet en ligne, ça me fait vraiment bizarre. Je préfère repérer l'adresse et tout, appeler le numéro, aller voir et tout. Oui, donc par ce moyen, oui, je peux utiliser les réseaux sociaux, mais je dois aller voir, j'appelle, je te rencontre, je vois l'article, je touche, on en parle, on en discute et j'achète. Mais commander, on te fait livrer, non. Herman, toi, tu as déjà essayé? Oui, plusieurs fois. J'ai même déjà commandé des choses à l'extérieur. Notamment, c'était un livre que je n'arrivais pas à trouver au Bénin. Et donc, je suis allé sur un site bien connu de vente de livres en ligne, de bouquins en ligne. Donc, on m'a fait livrer à une adresse que j'ai envoyée parce que j'avais des connaissances donc, dans le pays. Donc, on m'a fait livrer cela à cette agence et cette connaissance en retour me l'a envoyée par une société de distribution de courrier, sinon voilà, de contenu très très connu. Donc je suis allé, j'ai payé et j'ai récupéré mon produit. Et c'était pas comme s'il y avait des pages manquantes dans le livre. Oui, ça c'était un livre, mais ça pouvait être pas forcément la bonne version. Non, les livres par contre, c'est beaucoup plus fiable. Je crois que je l'ai aussi fait pour les livres de foot. Et voilà, quand vous apprenez même la procédure, tout l'arsenal sécuritaire qui est mis autour, pas même le vendeur, donc vous sentez du sérieux. En plus, comme il a dit, il y a des maisons qui sont vraiment spécialisées et réputées pour quand vous apprenez par exemple que le produit doit vous parvenir par une agence qui s'occupe du transport des marchandises reconnues et tout ça. Donc, vous sentez vraiment du sérieux, vous sentez la sécurité que votre produit vous parviendra sans cassure, sans problème et tout ça. Alors, Bruno, le Jérusalem Challenge, tu connais? Déjà, Jérusalem, tu connais le son, oui. Mais le challenge, mais non. le challenge né autour, je ne sais pas. Donc, tu ne pourras pas danser là, non, tu ne pourras pas le faire. C'est pas évident. Et moi, on parle du Jérusalem Challenge, le nouveau challenge en Afrique du Sud. Oui, à travers l'Afrique du Sud, travailleurs, joueurs de l'équipe nationale de rugby ou encore étudiants, tous ont relevé le défi du Jérusalem Dance Challenge lors de la journée du patrimoine, comme l'avait demandé le président Cyril Ramaphosa lors d'une adresse à la nation où il était notamment question de l'assouplissement des restrictions dues à la pandémie de Covid-19. Le président de la République, Cyril Ramaphosa, avait appelé ses concitoyens à célébrer la culture sud-africaine à travers le challenge de danse au rythme de la chanson Jérusalem du chanteur originaire de ce pays d'Afrique australe. Il s'agit donc de Master KG, l'occasion pour l'Afrique du Sud de décompresser un peu sur les notes d'une chanson négro-spirituelle, allais-je dire négro-spirituelle, devenue donc la bande-son d'une certaine joie de vivre en cette période de pandémie de Covid-19. Dans la chanson Optimiste en langue zoulou, le chanteur implore d'être éloigné des troubles du monde pour aller à Jérusalem, effectivement le paradis. Regardez donc ce challenge qui est né autour de cette danse. Regardez plutôt. Alors voilà, Mylène est sortie en 2019 et très populaire sur le continent. La chanson a gagné en popularité après le confinement par le biais d'un défi lancé sur TikTok. Tu le sais mieux que moi, depuis le Jérusalem Dance Challenge a fait le tour du monde
Grâce aux réseaux sociaux, le clip a franchi la barre des 150 millions de vues sur YouTube. Chanté en zoulou, cette incantation au ciel s'est particulièrement diffusée grâce à la magie de l'Internet. On en parlait il y a peu. Et c'est un challenge qu'on a bien aimé puisque le son, on l'écoute d'ailleurs très souvent. Oui, et comme on le dit, c'est pour la première fois qu'un chant à caractère religieux ait autant de buzz donc, sur Internet. Il y avait le rythme qui allait avec, oui, il y avait on s'y retrouvait facilement. On s'y retrouvait facilement, voilà. On parle de la migration clandestine, le phénomène reste persistant en Tunisie. Soit nous mourrons ensemble, soit nous réussirons à rallier l'Europe. Une famille tunisienne a vu des proches se noyer dans la périlleuse traversée de la Méditerranée et échouer 2 fois à quitter la Tunisie, mais elle reste déterminée à partir clandestinement. Suivez ce reportage. Au péril de leur vie, ils défient les vagues meurtrières de la Méditerranée. Dans un quartier populaire de Sfax, ville portuaire du centre de la Tunisie, Mabrouka occupe avec ses enfants, sa sœur et ses neveux une maison rudimentaire au bout d'un chemin défoncé. Pas d'eau courante, un branchement clandestin à l'électricité, quelques tomates, poivrons et œufs pour nourrir leurs 9 bouches de la maisonnée. Certains jours, ils sont réduits à manger des escargots. Après avoir économisé les menus prêts et aides reçues depuis des années, la famille a tenté de traverser illégalement la Méditerranée en juillet dernier, puis en août pour rejoindre l'Italie, où des connaissances leur ont promis de l'aide. Mais cela tourne au drame. Cela fait 2 fois que nous tentons la traversée illégale. La 2e fois, ils ont détenu mon époux. Je suis menacée de prison alors qu'il faut en permanence une personne auprès de mon fils. Personne ne peut s'en occuper et j'ai 6 enfants qui vivent une vie précaire. Ils sont privés de tout. Croyez-moi, ils sont privés de tout. Lors de leur première tentative, une vidéo de cette famille en mer avec leur fils et son respirateur au fond de la barque a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Un nombre croissant de familles prend la mer en espérant trouver ailleurs des perspectives qui leur semblent impossibles en Tunisie, où le chômage dépasse les 30% dans certaines régions. Mabrouka et sa famille ne voient pas d'autre issue pour survivre, surtout que leur aîné est alité chez eux après un accident il y a 5 ans. Ils ont un carnet de santé permettant une prise en charge dans des hôpitaux publics, mais nombre de soins nécessaires ne sont accessibles que dans le privé. Mariam, elle a perdu un fils et son mari lors d'une traversée, mais elle reste persuadée que le bonheur se trouve en Italie. L'Italie, c'est mieux que la Tunisie. Avec tout ce que l'on peut dire sur la situation en Italie, ça sera toujours mieux. En ce qui nous concerne et par rapport à la vie que l'on mène, l'Italie, c'est mieux. Cette année, les gardes-côtes ont intercepté 250 mineurs, pour la plupart accompagnés d'au moins un adulte. Avec le durcissement des politiques européennes de visa et la persistance des profonds problèmes économiques et sociaux en Tunisie, 10 ans après la Révolution, l'immigration clandestine vers une Europe vue comme un Eldorado est un rêve qui se propage. Bono, la migration clandestine? C'est un phénomène, on n'en finira jamais d'en parler parce qu'il y a toujours des candidats à cette besogne. J'ai souvent du mal à comprendre que des gens pensent qu'on peut se sentir mieux ailleurs que chez soi. J'ai du mal vraiment à mettre cela dans ma tête. J'ai entendu donc dire dans cet élément que quoi qu'on dise, l'Italie c'est mieux que la Tunisie. Oui, ça dépend de ce que vous faites en Italie, ça dépend de ce que vous faites en Tunisie. Il vaut mieux être pauvre, vraiment pauvre en Tunisie, que d'être indésirable en Italie. On va ailleurs pensant trouver forcément le meilleur, la meilleure vie. On va après, on est sans papier, on est indésirable, on ne peut pas sortir, mais on veut quand même rester là-bas. On est à la limite un prisonnier de soi-même, on ne peut pas sortir, mais on mène une vie à la limite insipide. Oui. Et on se dit, bon, l'essentiel, c'est que je suis en Italie. Et donc, c'est où je suis en France ou en Espagne ou quel que soit le pays que ce soit. C'est vraiment dommage que
qu'on n'ait pas des gens pauvres d'ailleurs qui pensent aussi à faire le sens inverse vers nous. Voilà, vous ne verrez pas un pauvre en France dire qu'il vient. S'il vient, peut-être c'est pour autre chose. C'est peut-être parce qu'il sait que ses moyens là-bas, ses maigres moyens vont lui permettre de mieux vivre ici. Et là, ça se comprend par contre. Mais quitter chez soi et dire qu'on va ailleurs parce que là-bas, il y a plus d'argent, il y a plus de luxe, il y a plus de... C'est vraiment incompréhensible. Est-ce que ce n'est pas dû à ce qu'on nous vend de là-bas, ce qu'on voit de là-bas, le paradis, l'Eldorado en quelque sorte, dans les feuilletons, dans les films, dans les documentaires? Ça a toujours été ça, en fait, le mirage. Mais après, aujourd'hui, le mal est beaucoup plus profond parce que lorsque vous vous rendez compte qu'un pays comme la Tunisie, qui a quand même connu une révolution, vous le savez, le printemps arabe a pris par là, donc ce sont des familles entières qui se sentaient, on va dire quoi, qui sentaient un nouveau vent souffler sur le pays. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte 10 ans après que fondamentalement, il y a toujours une partie de la population qui croupit sous le poids de la misère. Et donc, toute cette déception accentue la volonté de ces familles-là, parce que vous l'avez vu sur des images. Moi, quand je montais l'élément, j'avais eu quand même froid dans le dos, il y a eu la chair de poule, parce que vous avez un jeune homme qui est souffrant, qui a un respirateur au nez, qui est inconscient, qu'on a mis dans une barque, on va dire quoi, à peine motorisée, sinon une barque asthmatique, candidate à la migration, c'est fou. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre en fait. Mais lorsque vous vous rendez compte que ces personnes n'ont peut-être rien à manger et elles se disent, en Italie, c'est mieux. Quoi que vous dites, parce que ces personnes, il n'y a rien que vous puissiez leur dire aujourd'hui. Il n'y a pas ce français ou cet arabe que vous allez leur parler aujourd'hui pour les dissuader de ce que l'Italie, c'est pas bon. Ou de ce que, voilà, c'est... Il n'y a rien que vous puissiez leur dire. Et moi, ça me rappelle une anecdote qu'un collègue nous a racontée qui était de passage en Italie avec une délégation officielle. Il nous dit, c'est en fait la façon dont les Italiens voient les Africains, c'est vraiment affreux parce que l'image qu'on nous colle, c'est l'image de ces migrants. Et lorsque ces migrants se retrouvent du côté de l'Italie, ils sont résumés à vendre des gadgets, de petits objets. Oui. Et donc, lorsqu'ils vous voient, ils vous agressent à la limite juste pour que vous puissiez acheter ces gadgets qui leur permettra de survivre dans le pays. Et donc, lorsqu'on projette cette image de l'Afrique à l'extérieur, souffrez que les gens nous voient comme cela. Donc, c'est cela aussi, il va falloir déconstruire à un moment donné. Mais comme je le dis, tant qu'il y aura des disparités sociales, tant qu'il y aura, on va dire, la prédation, si vous permettez de finir, Mylène, s'il vous plaît, tant qu'il y aura la prédation d'une certaine forme d'oligarchie sur le bas peuple, il y aura toujours des candidats à l'immigration, quoi qu'on dise, à la migration clandestine, même si aujourd'hui, de moins en moins, le phénomène est en train, voilà, d'être si concis, d'être, on tente de dissuader les personnes partout, les messages de sensibilisation partout, ce qu'il y a autour pour essayer de réduire le phénomène. Tu nous parles d'une artiste britannique, Sacha Jaffrey, qui veut réaliser le mur le plus long de peinture. C'est peut-être son nom qui t'a trompé, mais c'est un ordre. L'artiste, Sacha Jaffrey. L'artiste donc britannique Sacha Jaffrey réalise depuis 7 mois une peinture sur toile grande comme 2 terrains de football dans un hôtel de Dubaï. Il s'inspire de l'humanité pour tenter d'inscrire son nom dans le livre Guinness des records. Pieds nus sur sa toile très colorée de près de 2000 m² étendue sur un célèbre hôtel à Dubaï. Donc Sacha Jaffrey veut battre le record du monde de la plus grande peinture sur toile et lever 30 millions de dollars destinés à des initiatives éducatives ou sanitaires pour des enfants pauvres. Il a 44 ans et espère doubler les fonds récoltés quand les pièces de son voyage pour l'humanité, c'est comme ça il appelle son œuvre, seront vendues aux enchères en février 2021. Les acheteurs posséderont une partie de la plus grande peinture jamais réalisée et plus que ça, ils posséderont une pièce de l'histoire et donc de l'humanité, se réjouit-il. Jaffrey travaille sur cette immense fresque depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus à raison de 18 à 20 heures de travail par jour. C'est énorme. Dans l'hôtel où il a été confiné, les quelques 300 couches de peinture qui se superposent auront nécessité plus de 5000 litres de peinture et environ 1 millier de pinceaux. L'artiste explique que la pandémie l'a conduit à réfléchir aux moyens de connecter les gens pour aider les enfants, notamment ceux vivant dans les régions les plus pauvres du monde. Des enfants de 140 pays ont indirectement participé à l'œuvre en lui envoyant leur peinture. Vous voyez comment la capacité d'adaptation de l'homme
peut l'amener à être créatif, à être imaginatif. À innover face aux situations. On s'adapte toujours. Toujours. On parle toujours de la pandémie du coronavirus autour du carnaval de Rio, d'entrer dans la danse des événements victimes de la pandémie, de cette pandémie. Oui, son édition 2021 qui devrait se tenir en février prochain a été reportée sine die en juillet. Un avant-goût de cette décision avait effleuré lorsque 5 des 12 écoles de Samba avaient assuré qu'en l'absence d'un vaccin fin septembre, elles demanderaient le report de l'événement. Les autorités municipales n'ont en revanche pas encore d'ici. Les festivités de rue seront autorisées. Le carnaval de Rio se compose en effet d'innombrables défilés de blocs, ces regroupements de quartiers qui déambulent en dansant dans un joyeux cocktail détonnant de musique, déguisement et bien souvent dans ces conditions d'alcool aussi, comme vous pouvez le voir donc sur ces images. Le carnaval de Rio, c'est très grand événement. Et ça regroupe plusieurs personnes, plusieurs pays. C'est très intéressant. Rien que pour ça, des gens se déplacent. Oui, et on a vu à plusieurs reprises la star brésilienne Neymar qui a quitté le PSG, enfin Paris, pour prendre le vol pour Rio de Janeiro, juste pour le carnaval de Rio. Ça avait suscité le tollé général. Donc c'est ça, le carnaval de Rio. C'est l'un des carnavals les plus réputés au monde, si je peux me permettre de le dire ainsi. C'est riche en couleurs. Bruno? Ouais, c'est beau de voir tout ça, surtout, je dirais, le brassage. Vous avez des gens de toutes les couleurs pratiquement qui sont là. C'est une grande fête. C'est à ces moments-là que vous vous rendez compte que les cultures sont vraiment variées, mais aussi rattachées. Parce que les peuples sont, de par l'histoire, d'une manière ou d'une autre, attachés toujours. Et c'est toujours de grands moments de se retrouver comme ça, de passer des moments de fête. Et surtout d'apprendre des cultures étrangères, c'est important. Edmond, merci. Tout le plaisir était pour moi. Notre série sur le mariage se poursuit. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un régime matrimonial bien précis, celui de la séparation de biens. Quelles sont les implications? Bruno est déjà là, il nous répond, il nous explique tout. Bruno. Oui, Mylène, vous semblez être passionnée, très intéressée. La séparation des biens, oui. La séparation, oui. Ah bon? Oui, je suis pour. Vous êtes pour? Oui. Herman nous dira, on va tout développer et à la fin, on va tirer les conclusions. Parce qu'au Bénin, lorsque vous voulez contracter un mariage, vous devez le faire sous un régime légal. Et selon les dispositions ici au Bénin, en l'absence d'un contrat de mariage, c'est le régime légal ou encore appelé le régime de droit commun qui s'applique à vous. Et ce régime-là, c'est bien entendu la séparation des biens. Donc, c'est le régime par défaut lorsque les deux conjoints qui veulent se marier n'ont pas décidé de choisir un régime précis. Donc, c'est la séparation de biens donc, qui s'applique à eux par défaut. On va partir et mieux comprendre comment ça se passe à ce niveau lorsqu'on parle de séparation de biens, qu'est-ce que ça implique, comment les choses vont se passer dans le mariage. Et on revient juste après pour beaucoup d'autres détails. Nous avons le régime de la séparation des biens, qui est le régime légal. Nous avons le régime de la communauté réduite aux acquets. Et nous avons d'autres régimes conventionnels dans lesquels il y a le régime de la communauté universelle. Et d'autres que vous-même, vous pouvez prévoir. Mais ce qui est prévu par les tests, déjà, c'est la séparation des biens, qui est le régime légal à défaut de choix des époux. Dans ce cas de régime de séparation des biens, ce que je conseille d'ailleurs aux époux, c'est que chaque époux demeure propriétaire de ses biens. Vous n'avez pas à dire après, nous avons acheté tel bien ensemble. Parce que vous gagnez votre argent, vous achetez votre bien, vous mettez votre nom dessus. Au moment du divorce, ou bien au moment du décès, parce que, excusez-moi, il y a le décès qui est une cause de dissolution du mariage, les parents de votre époux décédé ne viendront plus vous emmerder, parce qu'au moins, vous aurez à prouver que tel bien est pour vous. Au niveau du régime de la communauté réduite aux acquets, c'est les gains et salaires des époux, c'est-à-dire tout ça là est mis en compte. Il y a les biens que vous avez acquis lors du mariage, qui sont pour vous, c'est-à-dire pour vous deux. Il y a également des biens que vous pouvez acquérir si vous les avez acquis avec vos fonds propres,
qui demeure, bien que vous soyez dans la communauté réduite aux acquets, qui demeure votre propriété. Ça, c'est les particularités, ça. Au niveau du régime de la communauté universelle, c'est tous les biens, c'est-à-dire tout. Il n'y a pas d'exception. Tout est inclus dans les biens communs des époux. Et voilà donc, Mylène, quelques précisions sur le mariage civil, régime séparation de biens que vous semblez affectionner. On va rentrer dans les détails, comme je l'avais dit, et après, vous allez peut-être voir s'il faut refaire votre pensée ou si vous êtes toujours campé et renforcé conforté dans votre position. Alors, le régime de la séparation de biens, il faut déjà dire qu'à ce niveau, dans ce type de régime, c'est que chacun des deux époux, donc les deux parties, conservent leur droit d'administration, de jouissance et de libre disposition de leurs propres biens. C'est-à-dire que l'homme a ses biens, la femme a également ses biens. Oui. Alors, et chacun des époux donc doit conserver la preuve, parce qu'il ne s'agit pas de dire dans le mariage que tel m'appartient, j'ai acquis tel par mon argent, par ma souffrance, etc. Mais c'est important que chacun des époux conserve donc la preuve de son droit de propriété sur un bien qu'il ou elle donc a acquis. Et à défaut de cette preuve, le bien est donc présumé appartenir aux deux époux. Donc, en cas d'absence de preuves qui prouvent que, donc, Mylène, je suppose par exemple que telle parcelle vous appartient, vous l'avez acheté, que c'est les papiers sont... Les de parcelle est bien trouvé. C'est si cher au Bénin. Voilà, les papiers portent votre nom. Si vous ne pouvez pas prouver votre titre de propriété sur cette parcelle-là, donc le bien est reconnu donc par la loi comme un bien qui appartient aux deux parties. Oui. Donc, n'oubliez surtout pas que dans les cas de mariage, régime séparation de biens, c'est que généralement, en cas de dissolution du mariage, parce que deux choses peuvent amener la dissolution du mariage, c'est soit le divorce, soit le décès d'un des conjoints. Il y a souvent d'énormes problèmes qui se posent, surtout sous nos tropiques. Et à ce niveau-là, si vous n'avez pas les papiers pour justifier que tel ou tel bien vous appartient, cela pourrait bien être difficile pour vous. Alors, les régimes conventionnels de façon globale au Bénin, c'est que vous avez également, autre chose dont notre interlocuteur vient de nous parler, c'est la communauté réduite aux acquets. Ça aussi, on n'en parle pas assez souvent. Il faut dire que c'est un régime qui est appelé encore communauté d'acquets et qui a pour caractéristique essentielle de répartir les biens des époux en trois masses, en fait, ici, lorsqu'on parle de la communauté réduite aux acquets. Donc, il y a trois catégories ou trois cas. C'est qu'il y a la masse des biens propres à l'époux, la masse des biens propres à l'épouse, et il y a maintenant la masse des biens qui appartiennent aux deux parties. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la masse des biens propres à l'époux ici, ce sont les biens que l'époux a acquis avant le jour du mariage. Et la masse des biens propres à l'épouse, ce sont également les biens acquis par l'épouse bien avant le mariage. Maintenant, la masse des biens qui est propre aux deux, ce sont les biens acquis dans le mariage. Donc, lorsque vous êtes dans une situation de communauté réduite aux acquets, donc à ce niveau-là, il y a ces trois cas-là qu'il faut distinguer. Alors, il y a également la communauté des meubles et acquets. Ici, donc, il faut dire que tous les biens présents et futurs des époux sont mis en commun, et il en est de même concernant les dettes également contractées maintenant et même dans l'avenir. Et cependant, les dettes qui tombent dans la communauté doivent être proportionnelles à la proportion donc d'actifs recueillis par la communauté. Et il y a également la communauté universelle, c'est très important, c'est la forme de régime matrimonial dans laquelle il faut dire que tous les époux, enfin tous les biens futurs des époux, que ce soit des biens meubles et immeubles présents et de l'avenir, donc, sont intégrés dans la masse commune. Donc, c'est toujours pour expliquer les trois cas que j'expliquais. Et toutes les dettes présentes et futures également intègrent aussi directement la communauté de biens. Généralement, les gens se demandent, est-ce que quand on n'était pas sûr, ou bien pour se marier, on n'avait pas assez de moyens, parce que la séparation de biens ou la communauté de biens implique souvent, par exemple, l'intervention d'un notaire, c'est de l'argent, il faut faire les inventaires avant le mariage, etc., etc. Donc, parfois, il y a des jeunes couples qui se marient
sur la base de séparation de biens, qui est le régime par défaut. Maintenant, la loi permet aux époux, 2 ans après le mariage, de revoir votre contrat de mariage, de revoir votre régime matrimonial, de revenir dire, nous voulons passer par exemple de la séparation à la communauté de biens. Et dans ce cas-là, donc, le changement se fait par acte authentique soumis à l'homologation du tribunal civil du domicile donc, des 2 époux. Maintenant, dans tout ceci, on se demande où est la place de celui qui n'est pas instruit, parce que c'est assez technique tout ça, contracter un mariage. Donc, quand vous n'êtes pas assez instruit pour comprendre tous ces rouages, il faut dire que pour ceux qui sont non instruits, je n'aime pas trop dire analphabète, il suffit de se rendre chez un notaire, donc avec 2 personnes, 2 témoins, donc, qui savent parler et écrire le français. Donc, simplement, voilà un peu. Maintenant, vous avez tout pour décider. Je ne sais pas quel est l'avis de Herman sur Je ne change pas ma décision. Herman, tu es pour ou contre la séparation de biens? Une question fermée. Le divorce coûte cher, parfois. Il faut faire la séparation de biens. C'est tout. Tout simplement. Herman, merci. Tout le plaisir était pour moi. Merci à toi, Bruno Swali. C'est moi. Merci à Rebecca Kenyan-Ondé. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les gestes barrières. Et on vous laisse sur ce challenge Jérusalem.